Bonsoir. Est-ce que vous pouvez penser là tout de suite à quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous imaginez qui a vraiment confiance en lui? Comment on l'imagine, quelqu'un qui a confiance en lui? Imaginons Albert, confiance en lui. Donc en général, quand on pense quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui en impose un peu. On pense en général à quelqu'un d'un peu grand et qui a une voix comme ça, posée, quelqu'un qui sait toujours quoi dire dans diverses situations. Il a toujours la bonne blague, il sait se débrouiller de manière générale dans la société, il est sûr de lui, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, pensons à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Comment vous le voyez? Pensez, Kevin, alors lui a par contre une voix un peu plus rétrécie, il ne sait jamais trop quoi dire, quoi faire, et puis il est un peu gêné. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il ne va pas trop vers les autres, il ne sait jamais trop quoi faire, quoi dire. Ça, ce sont nos stéréotypes. C'est ce que nous imaginons. Et donc nous cherchons à être comme Albert. On se dit, si j'étais comme ça, vraiment sûr de moi, tout, la vie serait tellement mieux. Mais en réalité, est-ce que c'est ça la confiance en soi? Et est-ce que ça va nous mener à la réussite? En réalité, tous ici, nous connaissons des gens, des enfants, qui ont échoué parce qu'ils avaient trop de confiance en eux. Très souvent, on dit, elle a raté son examen, elle avait trop confiance en elle. Quand on a confiance en soi, genre Albert, en réalité, on n'a pas suffisamment de vraie confiance à l'intérieur, c'est qu'une façade. Et cette façade, elle nous empêche d'accepter de regarder la peur, accepter de ressentir la peur, accepter d'être en contact avec la réalité, les perspectives d'échec. Et donc, du coup, on y va sans vraiment regarder et on tombe. La plupart des grands patrons sont plus anxieux que le reste de la population. Les études montrent qu'un certain degré d'anxiété est utile pour apprendre. Si vous n'êtes pas anxieux du tout, vous apprenez moins bien que si vous êtes anxieux. Nous connaissons tous des jeunes qui stressent énormément et on ne comprend pas pourquoi ils stressent autant avant chaque examen parce qu'ils réussissent tellement bien. Mais c'est parce qu'ils stressent qu'ils réussissent. Et ça, on n'aime pas le voir parce qu'on n'aime pas trop l'anxiété, on n'aime pas trop les émotions, on n'aime pas trop sentir des choses en soi. Et on se dit que si on a peur, c'est quelque chose de pas bien, on n'est pas censé avoir peur. Mais dans la réalité, la peur, c'est quelque chose qui nous donne de l'information. C'est une émotion que nous ressentons à l'intérieur et qui va nous préparer. Lorsque j'éprouve de la peur, je me prépare. Je me prépare intérieurement, mais je vais aussi chercher les informations. Je vais travailler davantage. Je vais me poser des questions. Donc, la peur a une fonction anticipatoire qui va me construire et me permettre d'aborder ce que j'ai à aborder avec plus d'efficacité. Les tout petits bébés vont dans les bras de n'importe qui. Vers le 8e mois, ils commencent à plus du tout vouloir être dans les bras de n'importe qui. Ils n'ont confiance qu'avec leur maman. Et dès que c'est quelqu'un d'autre, ils n'ont plus trop confiance. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que leur cerveau se développe et qu'ils commencent à bien faire de mieux en mieux la différence entre les personnes. C'est leur intelligence naissante qui les aide à filtrer. Un petit enfant de 2-3 ans qui systématiquement fonce, dès qu'il rencontre des nouvelles personnes, il y va, il dit bonjour à tout le monde. Un autre petit enfant, à peu près du même âge, qui, dès qu'il rencontre une nouvelle personne, se recule un petit peu et le regarde. Souvent, on dit, celui-là, il est timide. Et avec cette étiquette de timidité, peut-être bien qu'on va construire tout un système de manque de confiance en soi. Mais est-ce que c'est vraiment de la timidité? En fait, ça nous rassure, nous, parents, de dire que c'est de la timidité. Nous, les adultes, on n'aime pas les situations qu'on ne maîtrise pas. Donc, quand l'enfant, comme ça, se recule un petit peu,
on se dit, il est timide, on a un peu honte qu'il soit timide, d'ailleurs on aimerait mieux qu'il soit ouvert, etc. Mais on oublie que lui n'est qu'un enfant. Et finalement, le plus intelligent des deux, c'est celui qui se retient un petit peu. C'est-à-dire que quand on est inconscient, on va vers, mais si on est conscient, on prend le temps de regarder la personne et de se faire un projet dans sa tête. C'est qui cette personne? Comment est-ce que je peux rentrer en relation avec elle? Et très souvent, si on laisse ce soi-disant timide vivre cette préparation intérieure dans laquelle il va revenir vers la personne inconnue très rapidement et lui dire « Tu viens dans ma chambre ?» Ou alors il va lui apporter un jouet, il va lui apporter un dessin, il va entrer en relation. Mais il aura pris le temps de savoir comment je rentre en relation. Donc, ce culte de la confiance en soi, je vais vers les autres, je suis ouvert, etc., ce n'est pas du tout une bonne idée. Peut-être nous avons à trouver autre chose de plus profond, quelque chose qui soit plus en contact avec la confiance. Lorsque on dit « je manque de confiance en moi », finalement, ça ne nous sert à rien. Non seulement ça ne nous sert à rien, mais ça nous bloque et ça nous empêche de trouver une issue à notre problème. J'ai confiance en moi, c'est un peu un mot valise, ou pas confiance en moi. C'est quelque chose sous lequel on met toutes sortes de choses. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai animé beaucoup de stages de confiance en soi, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Parce que finalement, la confiance en soi, ça n'existe pas. Il y a plusieurs formes de confiance, et on met tout sous la même chose. Mais c'est complètement différent. La sécurité intérieure, de la confiance en ses compétences, de la confiance relationnelle, de la confiance en sa personne propre. En fait, il y a diverses choses qui s'appellent la confiance et que trop souvent nous mélangeons. Et puis, quand on dit « je manque de confiance en moi », en général, c'est pour se donner une excuse, pour cacher une réalité qu'on ne veut pas trop voir. Ça nous permet de ne pas sentir une émotion. Un exemple, 4 personnes ratent leur permis de conduire 2 fois de suite. Toutes les 4 disent « j'ai paniqué, c'est parce que je manque de confiance en moi ». D'ailleurs, presque tout le monde autour « ah, t'as raté ton permis parce que t'as paniqué, ah bon, c'est parce que tu manques de confiance en toi ». Ben oui, ok, et alors, on n'est pas beaucoup avancé. Analysons ces 4 personnes. Il y en a un, c'est vrai, il avait peur de l'homme qui le regardait. Il avait peur de l'examinateur. Il avait peur de son jugement. Parce que c'est un homme dont le père est extrêmement autoritaire et qui a des attentes très fortes. Et donc le jugement de son père pèse beaucoup sur ses épaules. Il projette ce jugement sur toutes les personnes qui sont en position d'examinateur. Et donc là, quand il est tout seul au volant, tout va bien, mais dès qu'il est à côté de l'examinateur, il ne sait plus rien. Et il a cette habitude de réagir face au jugement, il a subi beaucoup de jugements, il a cette blessure-là. Une autre personne, c'était une confusion des enjeux. Daphné s'était dit « je veux me séparer de mon mari, je ne peux pas me séparer tant que je ne sais pas conduire. Donc j'apprends à conduire, dès que j'ai mon permis, je me sépare de mon mari. » Alors évidemment, elle ratait tout le temps son permis parce qu'elle ne l'a raté pas 2 fois, elle l'a raté 7 fois. Parce qu'évidemment, elle avait très peur de se séparer de son mari. Elle était très ambivalente. Mais donc elle mélangeait, vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Elle n'avait pas du tout peur de l'examinateur. Même si, pendant qu'elle était là avec son volant, elle paniquait. Mais sa panique n'était pas liée à l'examinateur à côté. Sa panique était liée au « si j'ai mon permis, eh bien, je vais devoir divorcer. » Et finalement, il y a une partie de moi qui a envie, mais une autre partie qui est terrorisée. Donc, elle faisait un truc pour rater son permis. Un homme rate son permis et pareil, il me dit « je manque de confiance en moi, etc. » Et puis on parle un petit peu et il me dit « mon père est routier. »
Et en fait, il dit « je ne peux pas dépasser mon père ». Il admire énormément son père, mais en même temps, il se sent, lui, pas à la hauteur du tout par rapport à son père. Et parallèlement à cette admiration, il éprouve aussi beaucoup de colère, parce que son père n'était pas là, parce que toutes sortes de raisons. En tout cas, en ratant son permis, à la fois, il ne dépasse pas son papa, qu'il admire tellement, et en même temps, il envoie un peu de colère, parce que s'il y a une chose qui pouvait décevoir son père, c'est bien ça, c'est de rater son permis. Et la quatrième personne sa famille a eu un accident. C'est une jeune fille, toute la famille a eu un accident gravissime, et la mère surtout a été très très heurtée par cet accident. Et du coup, ça on ne le découvre qu'en discutant un petit peu avec cette jeune fille, pour quelle raison elle a raté son permis. Et elle se rend compte qu'en fait, la perspective de pouvoir conduire toute seule, c'était risquer avoir un accident. Et risquer avoir un accident, ça aurait été trop grave. Je ne veux pas que maman s'inquiète. Je ne veux pas faire de la peine à ma maman. Je ne veux pas risquer un accident. Et donc, je préfère ne pas avoir mon permis. Alors évidemment, elle ne se l'était pas dit consciemment. Tout ça, c'est l'inconscient qui est à l'œuvre. Mais voyez à quel point c'est important de ne pas se dire « je manque de confiance en moi ». Parce que là, on est totalement impuissant, on ne peut rien faire. Donc, quand on se dit « je manque de confiance en moi », stop, on peut se dire tout de suite, analysons plutôt le problème. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Quelle est l'émotion, quelle peur ou quelle colère je suis en train de réprimer? Il y a des raisons qui dirigent nos comportements et ce n'est pas très souvent une histoire de manque de confiance en soi. Surtout que la confiance en soi, donc, comme je vous disais, ça n'existe pas vraiment. Voyons comment un enfant grandit. Il arrive au monde, le petit bébé, il a naturellement confiance en lui, mais son lui n'existe pas encore véritablement, mais bref. Il a besoin de quoi pour sentir qu'il est accueilli et que sa confiance ne soit pas cassée? Il a besoin d'être porté, il a besoin qu'on soit attentif à lui, il a besoin qu'on le regarde, qu'on interagisse, qu'on le nourrisse, qu'on lui donne ce dont il a besoin. Et dans cette relation d'amour, il construit sa sécurité intérieure. La sécurité intérieure, je fais ça parce que c'est dans le bassin qu'on le sent. C'est un ancrage, c'est je suis à ma place. Et quand on fait de l'aptonomie avec un bébé, on pose la main juste là, en bas de la colonne vertébrale, et hop, tout de suite, le petit nourrisson, qui vient à peine de sortir du ventre, s'ouvre, s'éveille. Il se sent tellement en sécurité que du coup, il peut s'ouvrir au monde. La sécurité intérieure, c'est se sentir vraiment profondément avoir le droit d'exister dans cette famille, c'est se sentir appartenir à cette famille, à ce groupe, avoir vraiment une place. On a tous besoin de sécurité intérieure. On a besoin d'attachement. La sécurité intérieure se nourrit de l'attachement. L'attachement, c'est parce que nous croyons que les humains existent comme ça tout seuls. Non, les humains n'existent qu'en relation. Et un humain qui vient au monde n'existe pas tout seul. Un bébé ne peut pas exister très longtemps tout seul. Il a absolument besoin d'une maman, d'un papa. Il a besoin de personnes autour de lui avec lesquelles il tisse une relation. L'attachement est vraiment fondamental et toute rupture d'attachement va déclencher un problème de sécurité intérieure. Parfois, on ne peut pas faire autrement que de se séparer. Le bébé doit être mis dans une couveuse parce qu'il est malade, ou la maman est malade, ou il y a quelque chose dans la vie qui fait qu'on doit être séparé pendant un moment. Souvent, ça fait des choses qui peuvent être très difficiles après dans la sécurité intérieure parce que si ça n'est pas suffisamment parlé, s'il n'y a pas de réparation de ça, l'enfant se sent vraiment, pas vraiment rejeté, mais isolé et paniqué. Cette panique va déclencher quelque chose que plus tard on va appeler manque de confiance en soi. En fait, c'est un manque de sécurité intérieure parce qu'il y aura eu des ruptures d'attachement. Alors les ruptures d'attachement, ça peut être parce qu'on est séparé physiquement,
Ça peut être aussi parce que maman, papa ne s'intéressent pas à ce que j'aimais, parce qu'il crie, il pleure et je ne viens pas. Alors à ce moment-là, le petit, l'attachement, ce n'est pas quelque chose qui est là, ça y est, j'aime mon bébé, ça marche. Non, l'attachement, c'est une interaction permanente entre le bébé et sa maman. Et dans cette interaction, s'il y a une rupture, il y a rupture d'attachement. Toute rupture dans l'attachement crée une carence de sécurité intérieure. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons eu des ruptures d'attachement. Il ne peut pas ne pas y avoir de rupture. La vie est là et donc forcément, à certains moments, il y a des ruptures dans l'attachement. Mais on a besoin de réparer, de restaurer systématiquement toutes les micro-ruptures dans une relation. Ce qui tisse l'attachement aussi, ce qui tisse la sécurité intérieure, c'est d'être entendu par maman, entendu par papa. Quand on a une émotion, quand on vit une émotion, on est en colère ou on pleure ou on a peur, on vit quelque chose à l'intérieur. Si papa ou maman me regarde, accueille mon émotion, m'aide à travers cette émotion, alors je me sens en continuité. Je sens que j'ai ma place là. Je sens que je construis ma sécurité intérieure. En revanche, si mon papa ou ma maman, au moment où je vis une émotion, me met une tatote dans la bouche, alors je me dis que mes émotions n'ont pas vraiment le droit d'être là, qu'il y a quelque chose de mauvais avec mes émotions. Et on me fait faire silence. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut, petit à petit, si c'est trop systématique, devenir... je vais commencer d'abord, à chaque fois que j'ai une émotion, vouloir sucer quelque chose, peut-être une cigarette plus tard, mais au moins là, il me faut avoir quelque chose dans la bouche pour pouvoir réprimer mon émotion. Alors les tototes, il y a eu un temps où elles étaient en plus toxiques, puisqu'il y avait ce bisphénol A dedans. Maintenant, il paraît qu'ils l'ont enlevé complètement. C'est déjà une bonne chose. Mais tout de même, ça a des sacrés inconvénients aussi. Ça a des inconvénients sur la dentition des enfants. Mais on sait aussi maintenant que ça a un impact sur la reconnaissance des émotions, sur l'empathie et sur la relation à l'autre. Un bébé qui a une tétine dans la bouche trop souvent, trop longtemps, a nettement moins de moments où il va être en contact avec les parents pour faire toutes sortes de mimiques. Nous apprenons, quand on sourit, on se sent heureux. Quand on fait la tête, on se sent pas bien. Quand on fait une tête en colère, on se sent en colère. Nos mimiques guident nos émotions. En fonction de comment nous positionnons nos yeux, nous pouvons sentir notre cœur battre différemment. La température de la peau se modifier. Tout cela, le bébé l'explore dans sa relation avec son papa et sa maman. Quand il a une totote dans la bouche, il ne peut pas explorer tout ça. Sa mère le regarde, elle lui sourit, il ne peut pas sourire parce qu'il a la tétine. Et j'étais dans le train il y a quelques jours, il y avait un tout petit, vraiment minuscule bébé qui essayait de lâcher la tétine, et quand il arrivait à la lâcher, sa mère systématiquement lui remettait dans la bouche. C'est dommage, parce que c'est vraiment important de voir que si je n'écoute pas l'émotion, bien sûr ça me fait tranquille, c'est plus tranquille de ne pas avoir les cris, mais ça a un inconvénient majeur sur la suite. Parce que les neurones miroirs de l'enfant, ces neurones miroirs, ce sont ces grands neurones que tout un chacun, tous les humains, ont dans leur cerveau, qui nous permettent d'imiter, d'entrer en relation et qui nous permettent de développer l'empathie, qui nous permettent de développer l'attention à l'autre. Ça nous permet aussi, par retour, de se comprendre mieux soi-même. On comprend les intentions d'autrui et on se comprend mieux soi-même. Ces neurones nous aident à lire les émotions sur le visage des autres. Et donc, les études montrent que lorsque des enfants ont eu beaucoup trop une tétine dans la bouche, ils ont nettement moins de capacité à identifier les émotions d'autrui plus tard, quand ils ont 10, 12, 15 ans.
Et ça, c'est évidemment un problème. C'est un problème aussi par rapport à la confiance en soi, parce que comment avoir confiance en moi si je me trompe sur les émotions des autres? Donc, nous avons à accueillir nos enfants, à accueillir leurs émotions, à écouter les émotions pour leur permettre de se sentir être eux-mêmes. L'émotion, c'est ce qui me dit qui je suis. Et donc, c'est très important de pouvoir être à l'écoute et d'accompagner ces émotions. Une fois que la sécurité intérieure est acquise, l'enfant, donc, il se sent en contact avec sa maman, son papa, il sent le lien, il sait qu'il est aimé inconditionnellement, ses besoins sont satisfaits et les différentes ruptures d'attachement sont réparées le plus possible. Donc, il sent cet attachement, ses émotions sont écoutées, alors il se sent avec une bonne sécurité intérieure. Et puis, il grandit et quand il a 18 mois, il commence à dire « stop, non ». Et il commence à avoir, comme disent certains adultes, son petit caractère. Il commence à devenir une personne. Il ne veut plus être juste le prolongement du désir de sa maman, il veut savoir qui il est lui. Là, il est en train de construire la confiance en sa personne propre. C'est déjà une autre confiance. Quand on dit « je manque de confiance en moi », on ne sait pas de quoi on parle. Donc, de quoi on parle? Est-ce que c'est de sécurité intérieure? Ou bien est-ce que c'est ma confiance en ma personne propre? Confiance en la sécurité intérieure, c'est vraiment la certitude que je suis à ma place et que je suis quelqu'un qui peut être là, que j'ai le droit d'exister, que j'ai de la valeur pour moi-même. La confiance en sa personne propre, c'est la confiance en ses choix, en ses idées, en ses pensées. J'ai le droit d'avoir des choix propres. J'ai le droit d'avoir des idées propres. Mes idées peuvent être de bonnes idées. Et ça se construit à partir de l'âge de 18 mois. En fait, tout se construit depuis le début, bien sûr, mais plus particulièrement à ce moment-là où il y a l'émergence de cette capacité de choix. Et donc, si les parents sont attentifs à permettre à l'enfant de faire des choix, qu'est-ce que tu préfères? Mettre les chaussures bleues ou les chaussures vertes? Ou alors, est-ce que tu préfères mettre tes chaussures avant de mettre le manteau ou bien tu veux mettre le manteau avant de mettre les chaussures? On propose des choix de manière à ce que l'enfant se mette en projet et sente qui il est, lui, à l'intérieur. À partir du moment où son non est accepté, l'enfant commence à dire « je ». Et il peut dire « je veux ceci, je veux cela ». La confiance en sa personne propre, c'est la confiance dans ce que je veux, dans ce que je choisis. Nous nous définissons beaucoup par nos choix. On va dire, moi, j'aime plutôt le rouge, moi, j'aime plutôt le bleu, moi, j'aime plutôt les robes, moi, j'aime plutôt les pantalons, moi, j'aime les chats, moi, j'aime les chiens. En fonction de ce vers quoi, de nos affinités, de nos choix, nous nous définissons. On va dans une boutique, on va dire, oui, ça, c'est moi. Non, ça, c'est pas moi. Et donc, nos choix nous aident à nous définir. Quand on se définit, on commence à exister en tant que personne, on va commencer à explorer. Et un petit enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il veut faire tout seul. Et pour faire tout seul, pourquoi? Pour développer la confiance en ses compétences. À ce moment-là, il a la sécurité intérieure, il a confiance en sa personne propre, il a besoin de développer la confiance en ses compétences. Et donc, il fait des choses pour pouvoir sentir le plaisir de les faire, pour pouvoir réussir. Alors, il échoue souvent, mais aussi il réussit. Il apprend petit à petit à développer cette confiance en ses compétences. Alors, nous, les parents, parfois, nous n'avons pas trop le temps. Et donc, on dit, ben non, tu fais pas ça, je vais le faire pour toi. On va lui ouvrir son œuf, on va le servir, on va lui mettre son manteau, et à chaque fois on déclenche des crises et on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on est si gentil à vouloir faire des choses pour lui. Eh bien oui, parce que son bonheur, c'est justement de faire par lui-même, pour développer la confiance en ses compétences. Et si on aide à chaque fois, eh bien il construit l'idée qu'il a toujours besoin d'aide pour pouvoir réussir. Et donc, il a plus de mal à construire la confiance en ses compétences.
Et puis ensuite, il y a la confiance relationnelle, la confiance dans la relation. Alors bien sûr, elle se tisse depuis tout petit, cette confiance relationnelle, avec les parents, avec les frères et sœurs. Mais là, il s'agit d'autre chose, il s'agit des pères, mes copains, les copines, les enfants à l'école. On dit que l'école socialise, ce n'est pas toujours certain à l'heure actuelle. De plus en plus, dans les écoles, ça va se faire, mais il y a besoin de socialiser, de faire quelque chose pour aider les enfants à se socialiser. Juste les mettre ensemble, en groupe, ne suffit pas à les socialiser. La confiance relationnelle, elle dit « Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que je suis quelqu'un qui est accepté par les autres, accepté par mes pairs? Et est-ce que je sais me faire accepter ?» Mais quelquefois, pour être accepté, on doit se détruire un petit peu soi-même. Peut-être vous avez déjà entendu un enfant dire « J'ai arrêté d'être intelligent parce que sinon j'avais pas d'amis. J'ai arrêté de travailler parce que si je réussis trop, j'ai pas de copains à l'école. » Malheureusement, c'est assez fréquent. Parce que dans les écoles à l'heure actuelle, eh bien, c'est plus valeureux de rater, d'être mauvais, que de réussir. Si on est le caïd de la classe, si on travaille trop bien, eh bien, on est une honte, on va être le faillot, celui qu'on attaque. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui se sabrent et décident qu'ils préfèrent, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est extrêmement important d'avoir des amis, donc ils préfèrent se couper de leur succès et du plaisir qu'ils peuvent donner à leurs parents du succès scolaire, parce qu'ils préfèrent, ils ont besoin de la relation avec les copains. Donc, pour construire cette confiance relationnelle-là, nous, les parents, on ne peut plus grand-chose. On a absolument besoin du soutien de l'école et qu'il se passe quelque chose dans ce lieu de socialisation, ce lieu qui devrait être un lieu de socialisation qui est l'école. Quelquefois, entre tous ces différents niveaux de confiance, on se mélange un petit peu les pédales. Moi-même, mon fils Adrien ne travaillait pas beaucoup et je regardais ce qu'il faisait dans ses devoirs. Il faisait très vite les trucs qu'il savait faire très facilement. Quand il savait faire un exercice, il le faisait rapidement. Mais dès que c'était un petit peu compliqué, il ne le faisait pas. Il ne s'attaquait jamais à des choses qui nécessitaient un peu de réflexion, un peu de complexité, et donc dans lesquelles il risquait d'échouer. Donc moi, à l'époque, je réfléchis et je me dis, il manque de confiance en ses compétences et il s'assure finalement. Il ne veut pas risquer l'échec. C'est vrai qu'il n'aimait pas perdre dans les jeux de manière générale, mais comme il ne veut pas échouer, du coup, il n'essaye même pas si ça risque d'être un tout petit peu dur. Et donc, je m'étais construit cette idée que c'était ça. Mais ça, je me suis dit ça finalement parce que je suis une fille. J'avais complètement ignoré, et ce n'est que finalement très récemment que j'ai compris ce qui se passe dans la tête d'un garçon. Mon fils me l'a dit, il a eu son bac, et donc du coup on a pu parler un petit peu de ses années d'école. Il regrette un peu de ne pas avoir plus travaillé. Il n'a travaillé que la dernière année, celle où il a eu son bac brillamment, ça lui a suffi, tout va bien, mais quand même, il dit, j'aurais aimé faire plus, j'aurais aimé travailler. Mais je dis, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas travaillé plus? Et il me dit, tu ne te rends pas compte, maman, déjà je réussissais bien. Si en plus j'avais travaillé pour réussir, c'était la honte. Plus jeune, il m'avait déjà dit, je préfère toujours être le deuxième, il était souvent deuxième, jamais premier. Pour quelle raison tu n'es pas premier? Eh bien, si j'étais premier, je vais ressembler à un tel qui, lui, est tout le temps la cible des quolibets et tout le monde se moque de lui. Être tête de classe, c'est très douloureux, c'est très difficile. Ça vous expose à une haine des autres, un harcèlement qui est très, très difficile à supporter. Et donc, en fait, j'ai compris, en discutant avec mon fils, que le problème n'était pas du tout lié à sa confiance en ses compétences. Le problème était une question de statut social, donc de confiance relationnelle. Et je n'ai pas su l'aider à ce moment-là parce que je n'ai pas identifié ça. Je dis, je n'ai pas vu parce que je suis une fille. Parce que nous, les filles, on n'a pas ce problème de statut social. Nous, on aime bien réussir, on aime bien faire les choses. Et quand nous, on va à l'école, quand on est petite fille,
eh bien, on regarde la maîtresse et on cherche à se faire aimer de la maîtresse. Et comme ce qui marche pour se faire aimer de la maîtresse, eh bien, c'est faire c'est travailler, c'est faire les choses. Alors, on le fait gentiment. Par contre, quand on est un garçon, on a une toute autre perspective. Quand on arrive en classe, on n'a pas du tout besoin de faire plaisir à la maîtresse parce qu'elle n'a aucune importance à nos yeux. Ceux qui ont de l'importance à nos yeux, c'est les autres garçons. Et l'objectif, c'est de asseoir mon statut social. Nous sommes une espèce sociale, nous, les humains. Et donc, il y a des phénomènes sociaux parmi nous. Et donc, le garçon a besoin d'assurer son statut social. Comment il va faire ça? Eh bien, un truc très facile, c'est de faire une bêtise, de faire rire toute la classe. À ce moment-là, tout le monde rigole et hop, j'ai grandi dans mon statut social. À chaque fois que j'embête la maîtresse, à chaque fois que je fais quelque chose qui me sort de l'ordinaire, eh bien, je gagne en statut social. Et alors ça, c'est un super problème pour nous les parents. Parce que comment gérer ça? La plupart du temps, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux quand j'ai compris cette histoire de statut social pour les garçons. C'est dramatique dans les écoles à l'heure actuelle, parce que nos écoles sont mixtes. Et toutes les classes sont mixtes. Et c'est pas simple, la mixité. Aujourd'hui, les petites filles réussissent de mieux en mieux, les petits garçons de moins en moins bien. Pourquoi? Parce que, eh bien, à cause de toutes ces différences qu'il y a entre les garçons et les filles. C'est pas une question de confiance en soi. C'est une question de quel est le besoin de chacun à chaque instant. Les petites filles supportent mal les garçons qui sont trop turbulents, qui bougent partout, qui courent partout, et elles ont du mal à étudier. Elles aimeraient bien pouvoir étudier tranquillement. Et en revanche, eux, les garçons, ils ont besoin de bouger, et ce n'est pas du tout le moment pour eux de pouvoir apprendre. Et ça, c'est un problème parce qu'on met aujourd'hui les apprentissages de plus en plus tôt. Dans les pays nordiques, on commence à partir de 7 ans à apprendre à écrire. Nous, on commence à 3 ans maintenant. Avant le CP, dès la maternelle, les enfants commencent déjà à apprendre à écrire pour se préparer pour le CP, soi-disant. Pour une petite fille de 3 ans, aucun problème, elle va apprendre à écrire. Mais le garçon n'a pas encore un cerveau qui le lui permet. Donc lui, il ne comprend rien, ça ne va pas du tout. Et du coup, il bouge et il va construire l'idée qu'il n'est bon à rien. L'idée qu'il n'est pas bon en maths, qu'il n'est pas bon en français, qu'il n'est pas bon dans les études. Et le regard des parents, le regard des enseignants peut aussi renforcer ça. Ma petite fille, elle, ça marche bien. Mon garçon, lui, non, il n'est pas fait pour les études. Mais si, il est fait pour les études. C'est juste que son cerveau ne se développe pas exactement au même rythme que celui des filles et que donc, il a d'autres besoins à ce moment-là. Et puis, il y a ce problème de statut social qui vient entre les deux jouer son rôle. Donc, comprendre ce dont il s'agit va nous aider à chaque fois à résoudre un problème spécifique. Qu'est-ce qui fait qu'on va perdre confiance en soi? Toute blessure, toute frustration, tout ce qui va nous atteindre et que nous n'allons pas réussir à réparer va peut déclencher une perte de confiance en soi, une perte de confiance. En fait, je vais continuer d'utiliser le mot perte de confiance, mais vous avez bien entendu que c'est soit perte de sécurité intérieure, soit perte de confiance en ses compétences, soit perte de confiance en sa personne propre, soit perte de confiance relationnelle. La perte de confiance, c'est une réponse bio, psycho, physiologico-sociale. C'est-à-dire que c'est inscrit biologiquement à l'intérieur de nous. Nous, humains, lorsque nous sommes blessés, nous réagissons en nous repliant un petit peu et en nous construisant des idées, des sentiments d'infériorité, en nous construisant des croyances qui vont alimenter cet état interne dans lequel je me soumets. Si je peux me réparer face à une blessure, tout va bien. Si je ne peux pas me réparer, ça veut dire que je suis soumis à cette blessure. Bio, parce que ça se passe dans le corps. Psycho, on le comprend. Physiologico, parce que ça se passe aussi dans l'organisme lorsque on est en situation de dépendance, lorsqu'on est en situation de contrainte,
notre cœur va accélérer. Nous avons toutes sortes d'hormones qui vont parcourir notre corps différemment. Notre physiologie est modifiée. Quand on a observé des singes qui nous ressemblent beaucoup, il y avait le mâle dominant et puis les autres qui n'étaient pas dominants, qui étaient donc les dominés. Le dominant a un cœur qui bat plus lentement que les autres. Et donc au début, on s'était dit, ah ben voilà, quand on a un cœur qui bat lentement, on peut être dominant. Il se trouve que ce dominant a été écarté. Je ne sais plus s'il est mort ou malade ou simplement on l'a écarté. Bref, il n'était plus là. Et à ce moment-là, un autre qui avait donc un cœur accéléré a pris sa place. Et quand il a pris sa place, son cœur s'est ralenti. Et donc du coup, les chercheurs ont compris que ce n'était pas parce qu'il avait un cœur plus tranquille qu'il était dominant. Donc il n'est pas fort, il n'a pas confiance en lui parce qu'il est dominant. C'est parce qu'il est dans un statut, une position de dominant, que du coup, son cœur ralentit. Ça nous donne une information importante, qui est que pour que nos enfants aient confiance, ils ont besoin de se sentir en situation d'être dominants. Ils ont besoin de se sentir en situation d'avoir du pouvoir sur eux-mêmes. Ils ont besoin de sortir de tout ce qui pourrait être de l'ordre de la contrainte, des obligations, de la soumission. Dès que nous sommes, nous humains, en situation de soumission, nous perdons physiologiquement confiance en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement psychologique, ce n'est pas seulement dans ma tête, mais j'ai mon cœur qui bat différemment. J'ai les hormones qui vont avec des hormones de soumission, etc. Quand j'ai mon corps avec le cœur qui accélère, ces hormones de soumission, quand j'ai ça à l'intérieur, c'est le cortisol notamment, quand j'ai ça à l'intérieur, mon cerveau cherche à donner du sens. Et mon cerveau me dit, ah, ça veut dire que je ne suis pas un dominant, je suis un dominé, je dois continuer à me soumettre. C'est toute une histoire de régulation sociale. Donc nous avons à aider nos enfants, et chacun d'entre nous, à se libérer de tout ce qui peut faire une contrainte. Ce qui va me faire perdre ma solidité intérieure, ma confiance, c'est à chaque fois qu'il va y avoir une rupture d'attachement, donc par exemple un deuil, ça peut être difficile de traverser un deuil, et souvent on perd les pédales pendant un deuil, et si on ne peut pas exprimer toutes les émotions qu'on éprouve suite à un deuil, notamment la colère, pleurer, tout ce qu'on a besoin de pleurer, exprimer nos craintes, exprimer tout ce qu'on ressent à l'intérieur, et à quel point la personne nous manque, et dire combien on est en rage, combien c'est injuste. Si on ne peut pas réussir à exprimer toutes ces émotions, eh bien ça va rester à l'intérieur de nous et ça peut saper notre confiance. Nous adultes, mais aussi les enfants. Le deuil, une rupture d'attachement. Toute rupture d'attachement aussi plus légère dans la famille, quand par exemple, maman nous envoie dans notre chambre. Et donc là, si on m'envoie dans ma chambre, ça veut dire qu'elle ne m'aime plus. C'est une rupture d'attachement. Et donc ça m'enlève un petit peu de confiance, un peu de sécurité intérieure. À chaque fois que je suis dans une dynamique donc, de soumission, à chaque fois que j'échoue aussi, si là aussi je ne peux pas exprimer mes émotions, si quand j'échoue trop souvent, il y a quelque chose qui s'appelle en psychologie l'impuissance acquise, c'est-à-dire quand chaque fois que je demande quelque chose, chaque fois que je fais quelque chose, je constate que je ne peux pas arriver à aboutir. Ça peut être que, par exemple, j'appelle ma mère et elle ne vient jamais. Ça peut être que je ne réussis pas à faire quelque chose. Je construis l'idée que je suis impuissant. Et donc, du coup, eh bien, je suis enfermée dans cette dynamique d'impuissance acquise. Et devant les différentes situations, au lieu de m'affirmer et d'y aller, j'ai cette réaction « Ouh là là, je suis impuissant, ça ne marche pas. » Et donc, je reviens et je vais me dire, j'ai manque de confiance en moi. Mais ce n'est pas vraiment que je manque de confiance en moi, c'est que j'ai appris que j'étais impuissant. La vie, l'environnement, mes parents, la famille m'ont montré, ou les enseignants m'ont montré que j'étais impuissant. L'exclusion. L'exclusion génère énormément de ces réactions, de ces réponses biopsychophysiologico-sociales qui font qu'on s'effondre à l'intérieur. On ne se rend pas compte de l'impact
de l'exclusion. On est tellement habitué à l'exclusion. Une expérience de psychologie montre que si vous êtes à jouer avec un ordinateur à une balle, il y a en fait 2 ordinateurs et vous, et au début, un ordinateur envoie une balle, et puis ça vous envoie une balle, et puis vous avez à jouer comme ça. Et donc on joue à 3 comme ça. Il y a 2 ordinateurs et le sujet. Donc au début, voilà, les balles sont envoyées et donc le sujet est impliqué dans le jeu. Puis dans l'expérience, les ordinateurs se mettent à jouer entre eux. Donc les ordinateurs excluent le sujet. C'est que des ordinateurs, c'est même pas une personne. Mais ça n'empêche que le sujet, au bout de 4 minutes, il se sent très très mal. Il se sent rejeté, exclu, et ça génère toutes sortes de réactions à l'intérieur. On a fait des tas d'expériences pour mesurer si quelqu'un se sent exclu. Juste après, donc par exemple, dans une autre expérience, on va dire à quelqu'un, on met les gens dans un groupe, ils ont quelques minutes pour se rencontrer, se parler, etc. Puis après, on les isole et on tire au sort. Et à certains, on va dire, ah là là, je suis désolée, mais aucune des personnes qui étaient dans votre groupe n'a envie de faire une autre expérience avec vous. Et à d'autres, on va dire, ah, il y a eu 4 personnes, 5 personnes qui ont eu envie de faire une expérience avec vous. Bien sûr, tout est faux, hein, c'est complètement tiré au sort. Eh bien, les gens à qui on a dit que personne ne s'intéressait à eux, quand ils ont ensuite une tâche à réaliser, une tâche d'évaluer le goût de quelque chose ou une tâche des exercices, des petits problèmes, leur performance baisse de manière drastique. Ils ont perdu confiance en leur capacité. Mais donc, quand un enseignant dit à un enfant « tu feras jamais rien plus tard », quand un parent menace son enfant « si tu ne travailles pas, tu seras SDF », eh bien, ça peut générer une profonde manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Notre image de nous-mêmes, elle est aussi extrêmement fragile. Vous vous rendez compte qu'il suffit de 4 minutes d'exclusion par des ordinateurs pour qu'on se sente profondément exclu? Nous sommes une espèce tellement sociale que nous avons absolument besoin d'attachement, absolument besoin de marques d'intérêt des autres. Et si ça nous manque, eh bien, on sombre. Donc, rétablir l'attachement est vraiment quelque chose d'essentiel pour retrouver le lien. Autre chose, le lien avec soi-même. L'interdit de réciprocité aussi fait perdre la confiance en soi. La réciprocité, c'est ce don et contre-don. Je donne quelque chose à quelqu'un, c'est important qu'il puisse me redonner, sinon il se sent infériorisé, il se sent diminué. C'est important qu'il puisse y avoir une réciprocité dans nos relations. Et donc, quand on perd confiance dans une relation, on peut se poser la question, est-ce que cette relation est réciproque ou pas? Est-ce que je peux donner tout autant? Une belle-mère extrêmement généreuse qui avait un grand jardin avec beaucoup de fruits, de légumes, etc., avait pris l'habitude d'apporter systématiquement à sa belle-fille le repas. Elle disait « Tu as tellement de travail que tu n'as pas le temps de préparer le repas. Donc, je t'apporte les bons produits du jardin et j'ai cuisiné tout ça pour vous. » Et donc, systématiquement, à chaque fois qu'elle venait, elle apportait les plats cuisinés et les bons petits plats du jardin. La belle-fille n'osait pas refuser. C'est tellement bon. Le fils, lui, il était ravi. Il adore les petits plats de sa maman. Les enfants adoraient aussi les plats de la maman. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé de la belle-maman, de la grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, cette femme a complètement perdu confiance en elle. Pourquoi? Tout simplement, elle me disait, mais je ne peux jamais rien faire moi-même. Parce que non seulement la belle-mère, elle apportait pour le repas, mais elle apportait suffisamment pour qu'il en reste pour toute la semaine. Donc finalement, ça dévaluait complètement la capacité de cette femme à faire elle-même la cuisine, à tenir sa maison, à s'occuper de sa famille correctement. Donc cette belle-mère était extrêmement généreuse. Elle donnait, mais la règle de réciprocité était brisée. Et donc, du coup,
l'autre personne, celle qui reçoit toujours, qui ne pouvait que recevoir, perdait confiance en elle. Donc nous pouvons être attentifs à cette loi de réciprocité. Quand un enfant ou un adulte manque de confiance en lui et qu'on a regardé toutes les autres raisons et qu'on ne trouve pas, eh bien, ça peut être aussi parce qu'il y a un secret dans la famille. Un simple secret dans la famille, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui peut-être s'est passé même dans des générations avant, ou quelque chose qui s'est passé entre les parents. Peut-être qu'un des parents est parti à l'extérieur un petit peu, peut-être que l'enfant, il y a eu un deuil et qu'on n'a rien dit. En tout cas, un secret, peut-être un parent qui a été incarcéré, qui a eu des problèmes de psychologie, des problèmes mentaux. Tout ce qu'on a tendance à cacher, on ne le dit pas à l'enfant parce qu'on se dit on ne veut pas l'inquiéter. On se dit qu'on ne veut pas lui faire du mal, on ne veut pas qu'il pleure, qu'il souffre. Et puis on se dit qu'il est un enfant, donc ça ne le concerne pas. Mais l'enfant, il perçoit. Il perçoit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne sait pas quoi. Et du coup, il ne peut pas exercer sa pensée, il ne peut pas avoir ce sentiment de maîtrise de la situation. Et quand on ne maîtrise pas la situation, eh bien, on perd cette confiance, cette solidité intérieure. Pour retrouver la sécurité intérieure, pour retrouver la confiance ou pour aider nos enfants à construire leur confiance, pour s'aider soi-même. 1. L'attachement. Quand on voit qu'un enfant revient de l'école avec, par exemple, un 2 en maths, notre tendance, c'est de le punir, de l'envoyer dans sa chambre, de lui interdire tout jeu vidéo pendant 15 jours ou 2 mois. C'est de le gronder, de lui proposer une récompense s'il fait des progrès. Et tout ça, ça ne nourrit pas l'attachement. La première chose dont un enfant a besoin, c'est d'avoir un moteur qui marche. Si vous avez une voiture et vous ne dites pas à votre voiture, bon, on est à Blois, on va aller jusqu'à Tours, et une fois à Tours, si tu as bien réussi à m'emmener là-bas correctement, je te mettrai de l'essence. Non. D'habitude, on met d'abord de l'essence pour pouvoir faire le chemin. Mais avec nos enfants, on fait le contraire. On leur enlève l'essence, on leur dit « si tu marches bien, alors je te donnerai un peu d'amour. Je te donnerai une récompense, je m'intéresserai à toi, je ferai quelque chose pour toi. En attendant, sinon, non. » Le réservoir d'amour, il est fondamental. Un enfant qui échoue, un enfant qui perturbe la classe, un enfant, on nous appelle... L'école nous appelle pour nous dire que vraiment il se comporte de manière inacceptable. Ça veut dire qu'il manque d'attachement. Donc, au lieu de punir et de faire que des choses qui vont aggraver la perte d'attachement, je remplis son réservoir. Première chose. Pour remplir le réservoir d'un enfant, lui donner de l'attachement, j'ai plein de solutions. Je peux lui dire « Waouh, tu as eu un 2 en maths, on va aller fêter ça aux Chinois. » Non, peut-être pas. Parce que ça, ce serait presque récompenser l'échec. On ne va pas tomber dans cet extrême-là, mais on peut tout à fait dire « Eh bien, on va se faire un petit repas tous les deux. » Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est montrer que qu'il est 2 ou qu'il est 20, on l'aime exactement pareil. Si nous désirons avoir une chance que nos enfants réussissent et aient confiance en leurs capacités, il est d'abord nécessaire qu'ils installent bien leur sécurité intérieure. Ça, c'est la base. S'ils ont cette sécurité intérieure, ils vont réussir des tas de choses. S'ils n'ont pas la sécurité intérieure, ils auront beaucoup de mal. Ils vont se donner du mal, ils vont vraiment se donner beaucoup de mal, mais ce sera beaucoup plus difficile pour eux. Quelquefois, il suffit de 10 minutes par jour d'attention intense avec un enfant pour remplir son réservoir et que les comportements difficiles à l'école diminuent d'autant. On n'y croit pas. Et surtout, ne me croyez pas, faites juste l'expérience. On peut donner de l'attachement en jouant avec un enfant. On peut jouer avec lui quand il a 2 ans, quand il a 15 ans. Jouer, c'est le mode d'expression des enfants. On pense souvent que le jeu, ça doit passer après les devoirs. Ah oui, les devoirs. Les devoirs, ça c'est une croyance des parents. Comme ça nous inquiète le futur de nos enfants et qu'on n'a pas une bonne sécurité à l'intérieur de nous, on n'a pas une bonne confiance à l'intérieur de nous, alors on va s'accrocher à des croyances irrationnelles.
Vous vous rendez compte qu'il y a, paraît-il, une étude est apparue très récemment, 68% des Français sont opposés à la suppression des devoirs en primaire. Toutes les études montrent que les devoirs faits le soir après l'école altèrent l'apprentissage, diminuent les capacités d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que ça fait perdre confiance. Les enfants perdent confiance en eux. Et donc, jouer est beaucoup plus important que les devoirs si vous voulez que votre enfant réussisse et devienne quelqu'un plus tard. Jouer, ça nourrit deux choses. Ça nourrit le sentiment d'attachement. Quand vous jouez avec votre enfant, vous lui montrez que vous vous intéressez à lui. Et si vous vous intéressez à lui, il entend « je suis quelqu'un d'intéressant ». Et alors, on ne va pas jouer n'importe comment. On va jouer en l'aidant à prendre un maximum sa puissance personnelle. On peut jouer à toutes sortes de choses. On peut jouer à des jeux de société, on peut jouer à faire des bagarres sur le lit, on peut jouer au ballon, on peut jouer à toutes sortes de choses. Et à travers le jeu, on peut enseigner des compétences à un enfant. Par exemple, un enfant qui n'aurait pas trop confiance en lui au foot avec ses copains, si je l'envoie jouer au foot avec les copains sans lui apprendre avant un petit peu à manipuler le ballon, à faire 2-3 choses, eh bien, il va le cours à l'échec. Et du coup, il va engranger un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bien accepté par les autres. Et donc, en tant que papa, en tant que maman, j'ai à enseigner à mon enfant les compétences et à l'entraîner pour qu'ensuite il puisse être à l'aise avec les copains. Tous les enfants ont beaucoup de mal à perdre. Et donc, c'est très important qu'en jouant à des jeux de société, moi, l'adulte, j'accepte de perdre et je le laisse gagner, et je le laisse gagner, et je le laisse gagner. Jusqu'à ce qu'il me dise « Non, j'ai envie maintenant que tu me mettes la pression et que tu me joues vraiment ». Il y a des jours où il a envie de gagner, des jours où il n'a pas envie, il a envie que ce soit un vrai défi avec son papa ou sa maman. Là, il construit. Ses autres copains, ils ne vont pas du tout être aussi tendres. Les copains, ils vont réagir et ils ne vont pas le laisser gagner comme ça. Donc, ça va être très difficile pour sa confiance. S'il a construit suffisamment de confiance avec son papa, sa maman, parce que j'ai gagné, alors nous, quelquefois, on croit que du coup, il va avoir des problèmes. S'il a trop gagné avec nous, il va avoir des problèmes avec les copains. C'est le contraire en réalité. Parce que s'il a confiance, du coup, il est nourri à l'intérieur. Son réservoir est nourri. Son réservoir d'amour et son réservoir de sentiments de puissance personnelle est nourri. Et donc, du coup, quand il va avec les copains, il peut tout à fait les laisser gagner. Il n'y a plus de problème. Il est solide. Dans les jeux sur le lit, pareil, dans les bagarres, là, je laisse mon enfant prendre du pouvoir, prendre de la puissance. Et je fais bien attention à moi, adulte, prendre une position basse pour l'aider à prendre son envol, lui nourrir sa confiance. Je peux donner à mon enfant des temps particuliers aussi, c'est-à-dire un temps où je suis 100% attentif à ce qu'il vit, à ce qu'il veut. Et donc, je me laisse guider. Je dis, allez, vas-y, tu me dis ce que je dois faire. Je te donne 15 minutes ou alors une demi-heure et on joue ensemble. Tu me dis. Alors, le début, le gamin dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Et puis, petit à petit, il trouve une idée. Et en tout cas, c'est important que nous, on ne dirige pas dans ces moments-là, qu'on lui laisse l'initiative. D'abord, on va apprendre beaucoup de choses parce que peut-être il va vouloir jouer à l'école et donc là, il va faire le prof et là, on va en comprendre un petit peu des choses sur ce qui se passe dans son école. Peut-être on peut jouer des situations de notre quotidien, des situations conflictuelles. Les enfants, par le jeu, vont nous dire beaucoup de choses. Donc, on peut entendre et les aider à résoudre leurs problèmes par le jeu. Ce qui fait qu'on va tisser avec nos enfants un sentiment fort de confiance, de sécurité intérieure, de confiance en sa personne propre, confiance en ses compétences et confiance relationnelle. C'est qu'on va passer du temps avec eux pour pouvoir les aider à résoudre les problèmes du quotidien, tout en étant dans le lien, dans la relation. Et je terminerai cette intervention par cette jolie phrase de sagesse amérindienne qui dit « Là où sont posés mes pieds, je suis à ma place. »
J'imagine qu'il y a des micros qui peuvent passer pour les questions. Vous avez beaucoup parlé à un moment des notes. Qu'est-ce que vous pensez simplement du système scolaire, donc avec la notation, avec le système de notation, et aussi qu'est-ce que vous pensez des écoles expérimentales qui fonctionnent sans notes, de fait que ça va ensemble? Ce qui m'intéresse moi, c'est pas tellement ce que je pense par rapport à ça, c'est regarder quel est l'impact des notes et est-ce que les notes aident à l'apprentissage ou est-ce qu'elles empêchent l'apprentissage. Toutes les études montrent que les notes ralentissent l'apprentissage. Et donc, clairement, dans les écoles où il n'y a pas de notes, les enfants apprennent mieux. Et surtout, ils apprennent pour apprendre et non pas pour avoir une note. Quand on apprend pour avoir une note, on a la note, en fait, on cherche dans sa tête qu'est-ce que je dois répondre pour que le prof me mette une bonne note. C'est même pas la bonne réponse que les enfants cherchent. C'est la réponse qu'attend le prof. Vous vous rendez compte comme ça coince. Et une note n'est pas évaluative. Les enfants ont absolument besoin pour grandir et accumuler, grandir en connaissances, etc., de pouvoir évaluer leurs connaissances, évaluer là où ils en sont. Or, une note est un jugement, mais ne donne aucune évaluation. Ça ne vous dit pas ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Quand vous avez 3 en dictée ou 4 en mathématiques, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez compris et de ce que vous n'avez pas compris. Donc, ça ne donne pas d'information. Pour pouvoir apprendre, on a besoin d'avoir un retour et de savoir qu'est-ce que j'ai acquis et qu'est-ce que je n'ai pas encore acquis. Qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que je n'ai pas compris. Ça, les évaluations formatives, ça c'est quelque chose d'utile et qui permet de grandir et qui permet de grandir avec la confiance en soi. Les notes, les enfants qui ont des bonnes notes perdent de confiance en eux parce qu'ils doivent tout le temps avoir des bonnes notes et il est nécessaire qu'ils aient des bonnes notes, donc ils se mettent dans une pression à la bonne note. Ceux qui ont des mauvaises notes perdent confiance en eux parce qu'ils ont des mauvaises notes et ils se sentent nuls et ils se disent qu'ils sont nuls. J'ai même vu une petite fille qui avait décidé d'arrêter d'être bonne en maths parce qu'elle voulait que ses parents qui étaient en train de divorcer s'intéressent à elle. Ça n'a pas marché, mais bon, elle a commencé comme ça. Elle avait décidé donc d'arrêter de travailler, donc quelquefois, elle aimait beaucoup les maths, donc elle les faisait quand même, mais elle se débrouillait pour avoir faux, pour avoir une mauvaise note. Les parents ne se sont pas intéressés plus que ça aux choses, mais l'enseignante a commencé à lui dire « Dis donc, tu ne travailles pas assez, finalement », et a commencé à la voir moins bonne qu'elle n'était. Et petit à petit, la gamine a oublié qu'elle s'était dit qu'elle arrêtait de faire des maths, et elle a commencé à croire à l'image qu'on lui renvoyait d'elle, l'image de quelqu'un qui ne travaillait pas et l'image de quelqu'un de nul en maths. Elle est devenue complètement nulle en maths. Et ce qui serait chouette, c'est que les écoles expérimentales ne soient plus expérimentales et que ça devienne un peu partout comme ça, quoi. Parce qu'en fait, leur expérience, elle dure depuis pas mal d'années déjà. Dans les écoles Freinet, il n'y a pas de notes. Ça marche super bien. La plupart des collèges qui reçoivent des enfants des écoles Freinet sont très contents. Ils se battent pour avoir les enfants de Freinet parce que les enfants de Freinet, ce sont des enfants qui travaillent de manière beaucoup plus autonome, qui sont souvent des leaders de classe, qui vont savoir parler, qui vont être différents. Et pourtant, ça reste expérimental. Voilà, c'est à nous de changer tout ça petit à petit. Bonne fin de soirée.